Dans cet épisode du podcast d'Anne Delvraz, la cantine numérique de Brest, nous rencontrons Alan Lozevi et Nicolas Noguès de la Cinémathèque de Bretagne. Nos deux invités nous parlent de son rôle de sauvegarde et de diffusion de la mémoire audiovisuelle de la région. On y aborde la numérisation des films et les multiples dimensions qu'elle soulève. Questions techniques du transfert de support, des différents formats et des différents usages, mais aussi des possibilités qu'elle offre, de correction des outrages du temps pour se rapprocher du contenu originel et encore de transformation en une nouvelle œuvre, comme avec la colorisation par exemple. Bonjour Nicolas, bonjour Alan. Bonjour, moi je suis Alan Lozevis, je suis technicien audiovisuel à la Cinémathèque, technicien archiviste. Je m'occupe de la numérisation et du traitement des pellicules argentiques qui sont conservées ici. Alors bonjour, moi je suis Nicolas Noguès, je suis responsable technique à la Cinémathèque depuis maintenant 10 ans. Donc je m'occupe de toutes les procédures de numérisation, de sauvegarde numérique et de distribution des fichiers pour nos différents partenaires. Voilà. Et la Cinémathèque de Brest, c'est quoi en fait? C'est une association? Elle existe depuis longtemps? Alors l'association, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1986 par André Colleux. Et donc avec pour mission première de collecter le film amateur, des films donc tournés sur la Bretagne, ou alors tournés par des Bretons à travers le monde. On sait qu'on a pas mal d'images de militaires, par exemple, tournées dans les anciennes colonies, que ce soit l'Afrique du Nord ou en Asie. Ce qui enrichit notre fond, même si ça ne parle pas de la Bretagne, on a des collections importantes sur les anciennes colonies, notamment. Donc si je trouve dans le grenier un vieux film du tonton, je viens vous l'apporter et ça peut vous Ouais, intéresser. c'est ça. Alors un vieux film du tonton, il faut qu'il y ait un aspect patrimonial, c'est-à-dire que enfin la collecte, ce qu'on appelle la collecte, le moment où le dépôt, enfin un éventuel déposant vient à la cinémathèque, on visionne les images avec lui généralement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir si c'est un intérêt patrimonial, enfin, si ça peut rentrer dans le patrimoine audiovisuel breton. C'est-à-dire que les films qui sont trop familiaux, généralement, maintenant on les refuse, même si c'est un pan de l'histoire, mais on les refuse généralement. En fait, Et si... oui. à la base, la Cinémathèque collectait tous les films qui étaient déposés, justement quand les gens trouvaient des films dans leur grenier, ils venaient à la Cinémathèque, ça rentrait systématiquement dans nos collections. Il se trouve que maintenant, on a une collection de films argentiques de plus de 20 000 supports, et que ces films-là ne sont plus tous aux standards de diffusion actuels, et qu'il faut donc qu'ils aient un nouveau traitement technique. Et donc du coup, maintenant, on est obligé de sélectionner pour ne garder que ce qui est intéressant patrimonialement, quoi. Parce que Hmm. sinon, on s'en sortirait pas. Et là, on parle du film, mais il y a aussi la vidéo qui est beaucoup plus volumineuse en nombre de supports et en durée de film. Donc voilà, on est obligé de sélectionner pour ne pas avoir trop Du de coup, vous prenez retard. un peu tout type de support. Si c'est sur des cassettes, VHS, Betamax, etc., c'est le contenu qui vous intéresse, pas le contenant. Voilà, exactement. On a à peu Et près tous si... les outils de lecture qui ont existé, qui ont été créés. On a quelques manques là. Tu parlais justement du Betamax. On a un magnétoscope qui est en panne malheureusement, mais on va entamer bientôt une campagne de révision de notre matériel pour voir évaluer ce qui est encore utilisable, exploitable, et là où il faudra qu'on aille chercher des formats un peu exotiques, enfin pas très courants chez les particuliers, quoi. Et si autour du film, il y a la caméra, le projecteur, ça vous intéresse aussi? Ouais, alors on a aussi environ 1800 appareils à la Cinémathèque qui sont des appareils toutes générations confondues, enfin des premiers caméras Pathé Baby qui datent des années 1930, qui sont les toutes premières caméras cinéma amateur,
jusqu'aux caméras Beta SP, etc., qui sont les dernières générations, on va dire, de caméras analogiques. On a environ 1800 appareils qui couvrent toute cette période-là. Voilà, donc on a évidemment moins de choses en numérique parce que c'est toujours utilisé actuellement, mais et voilà, et de tous les supports. Donc oui, effectivement, dans les collectes, il nous arrive aussi de récupérer du matériel. Et souvent, on Et demande en fait aux gens qui veulent nous déposer un fonds s'ils ont toujours les appareils de lecture de l'époque. Et on essaie de récupérer ça, ouais, alors soit pour pièces, soit pour comme objet de collection, parce que il a un intérêt visuel, historique, voilà. ouais, très bien. Et qui c'est qui adhère en fait à l'assaut? C'est Alors les gens qui adhèrent, enfin tout le monde peut adhérer. Là, il y a une adhésion, c'est sur la base du volontariat. Hein, enfin voilà, donc tout le monde est bienvenu pour adhérer. Euh, Ensuite, alors il y a des institutions qui peuvent adhérer également. C'est-à-dire que par exemple, on a une plateforme on permet à des médiathèques, par exemple, d'accéder à notre base de données, et notamment pour faire des programmes, enfin pour que les adhérents d'une médiathèque puissent voir les images de la cinémathèque en étant abonnés à la médiathèque. Il faut savoir aussi que, alors la cinémathèque, elle fonctionne par dépôt, par déposant, c'est-à-dire que les films qu'on collecte, ce sont des films. Les films ne nous appartiennent pas. Ils continuent à appartenir aux gens qui les ont déposés ou à leurs ayants droit. Nous, on est juste en charge de la conservation, et donc chaque personne qui dépose ses images à la cinémathèque se voit, enfin, a un fichier numérisé, enfin numérique de ce que des éléments qu'il a déposés. Pour revenir sur l'adhésion, à et tout le ensuite, monde peut adhérer. d'accord. Et ensuite, si moi je veux venir, je veux voir ces films-là, je peux venir sur place, vous organiser des choses, je peux les emprunter, je peux les visionner en ligne. Alors, Quelles sont les possibilités que vous offrez? pendant très longtemps, on a fabriqué des supports physiques de visionnage type DVD ou VHS avant. Et en fait, là maintenant, on est vraiment rentré depuis un moment déjà dans l'ère numérique. Donc, on ne fabrique plus de DVD. En fait, tout est encodé en fichier et mis sur notre site internet. Quand dans certains cas, il y a des niveaux de droit qui ne nous permettent pas de mettre les images en ligne et accessibles à tout le monde. Et dans ce cas-là, les gens peuvent venir visionner les images directement sur notre base de données, où on a de toute manière un exemplaire du film, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Il faut savoir que depuis un an maintenant, nos images sont, alors même pour les non-adhérents, avec le premier confinement, en fait, on a choisi d'ouvrir à tout le monde enfin, c'est pas notre base de données, c'est-à-dire que c'est le site qui pointe sur notre base de données, mais en gros, on peut voir tous les films, quasiment tous les films de la Cinémathèque en ligne sur notre site internet. Alors, tous les films qui ont été Qui ont numérisés, été numérisés, pardon. donc on en est à peu près à 7200 films qui sont accessibles en ligne à tout le monde. Et comme On a de quoi tenir quelques confinements encore. Ouais, ouais. on n'espère pas, mais Et Donc on donc s'abonne, et avec un abonnement, il y a un accès à un certain nombre de films. voilà. Mais du coup, ça explique la centralité de la base de données. Et vous aviez déjà indiqué que c'est aussi, ça vous permet aussi d'interagir avec d'autres cinémathèques, hein. Cette base de données, c'est quelque chose qui a été, autour de laquelle la cinémathèque s'articule, j'imagine. Elle a été développée assez tôt. Alors en fait, la base de données qu'on utilise actuellement s'appelle Diaz et elle a été développée par la Cinémathèque de Bretagne en 2005-2006. On avait bénéficié à l'époque de subventions européennes pour développer cette base de données. Et en fait, dans le but par la suite de la vendre, hein, pour rentabiliser un peu l'affaire à d'autres cinémathèques régionales qui sont structurées comme nous. Bon, ça
pas très bien marché parce que bah voilà, ça représentait un coût assez important. Et donc on a décidé pour pouvoir faire évoluer en fait la base de données, de créer une association et de céder nos droits moraux à cette association. Et aujourd'hui, on est 17 cinémathèques régionales à utiliser cette base de données. Donc, ce qui est une force pour continuer à développer la base de données et l'améliorer évidemment. Le CNC, donc le Centre national du cinéma, suit avec attention nos travaux de développement parce que bah, ça leur sert aussi au développement de leur propre base de données. Quoi. Voilà. Et donc dans cette base de données, on retrouve toutes les activités en fait de la cinémathèque. Donc il y a une partie technique évidemment, une partie documentaire, une partie vente d'images, facturation, visionnage. Elle est assez complète. Et là, actuellement en train de justement de la faire évoluer pour refaire entièrement l'interface utilisateur de la base de données. Et cette nouvelle version-là devrait être fonctionnelle en fin d'année, début d'année 2022. Très bien. Du coup, ici, il y a un premier aspect du numérique hein, qu'on voit important en fait dans votre activité. Et deuxième aspect qui a déjà été évoqué, c'est celui du transfert en fait vers des supports numériques, des fichiers numériques, de la numérisation. Du coup, ici, on va peut-être être un peu plus technique. Comment ça s'appelle déjà? C'est de la numérisation, c'est du transfert? Est-ce qu'il y a des termes usuels hein? Ouais, le terme usuel, c'est numérisation, puisqu'en fait, que ce soit le support source, qu'il soit argentique ou analogique, on en fait un document numérique, enfin un fichier numérique. Mhm. Donc, oui, c'est ça, c'est la numérisation. Et vous transférez tout vers un format unique ou vous avez des choix en Alors, fonction de... ça dépend du natif, en fait. Aujourd'hui, on numérise dans des normes donc, HD hein, pour ce qui est de l'argentique, donc des films, je veux dire des films en bobine sur nos petites images sur la pellicule là, ce qui est le cinéma, le premier cinéma, on va dire. Ça, on numérise en HD aujourd'hui, donc on peut numériser tous les formats, ce qu'on appelle les formats substandards, donc qui sont les formats amateurs, hein, 8 mm, Super 8, 9.5, 16 mm qui est déjà un format semi-professionnel. Et bientôt, parce qu'on va faire l'acquisition, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais on va bientôt faire l'acquisition d'un nouveau scanner qui va nous permettre aussi de numériser des formats comme le 35 mm et d'autres. Voilà, donc tout ça, c'est numérisé dans la norme HD. Alors on fabrique systématiquement deux fichiers, enfin trois fichiers. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un fichier de conservation qui est non compressé, qui est très lourd, et qu'on va garder uniquement pour la conservation. Et ensuite, on va fabriquer deux autres fichiers qui vont nous servir à de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un fichier, un Apple ProRes, puisque c'est notre encodage actuel pour la diffusion en cinéma, par exemple, et plus un fichier MP4 pour la diffusion web. Donc ça, c'est des fichiers qui vont être retravaillés derrière la numérisation. On va faire de l'étalonnage, de la colorimétrie, voilà, toutes les petites imperfections du film. On va essayer de les, sans faire de la restauration hein, filmique, mais numérique, mais on va essayer d'en faire le meilleur document possible. Des petites corrections à la base. Et du Ouais, coup, ça voilà. prend combien de temps à partir d'une heure de film, ça vous prend combien de temps Alors, de travail en moyenne, on pour dit arriver au que c'est résultat 7 heures final? de film. Pour une heure de film, on a 7 heures de travail, en moyenne. C'est 7 heures de Alors travail. ça, c'est pour la numérisation. Hein. Vraiment, Ouais. Mhm. toute l'opération qui s'apparente à de la post-production, en fait, donc l'étalonnage, l'optimisation son, c'est à peu près 2 heures, 3 heures, voire des fois plus pour une heure de film. Alors, faut savoir aussi que par rapport, avant la numérisation, il y a une préparation de la bobine. Une bobine, elle peut avoir été enfermée dans une boîte pendant 70 ans parfois et pas touchée. Et en fait, évidemment, en 70 ans, il y a pu y avoir des dégradations, de la poussière, des maladies aussi qui existent, qui sont inhérentes à la pellicule, syndrome du vinaigre ou le virage magenta. Et ces choses-là, on essaie de les corriger lors de la numérisation, mais il faut préparer la pellicule avant. Donc ça,
elle passe sur un banc de montage en fait à l'ancienne là, avec des bobinages, enfin des bobineuses, quoi, des enrouleuses. Et donc en fait, on prépare la pellicule, on refait les collures aussi, ce genre de choses. Ça prend et on reconditionne derrière dans des boîtes qui sont viables pour la conservation sur le long terme. Alors ça, c'est pour Et l'argentique. en termes de conservation, le fichier numérique, enfin, les fichiers numériques, hein, c'est plus intéressant. Il y a quand même, j'imagine, une maintenance. Hein. Alors, sur la conservation numérique, qu'on appelle conservation électronique, nous, on est parti sur la technologie LTO, qui est pas très connue, mais beaucoup utilisée par les structures d'archives. Donc, LTO pour Linear Tape Open. Donc, on sauvegarde des fichiers sur une bande magnétique. C'est une sorte de cartouche. En fait, les données sont accessibles pas instantanément, mais quasi instantanément. Il y a une lecture pour restaurer le fichier quand on en a besoin. Mais en fait, donc ça fait à peu près 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on est passé au numérique, à l'archivage numérique. Et à l'époque, on avait 3 possibilités. La première possibilité, c'était de prendre un serveur informatique pour avoir des données instantanées. Mais voilà, en tant qu'association, on dépend toujours des financements publics pour l'investissement. Et un serveur une fois plein, il aurait fallu refaire des demandes de subventions régulières pour augmenter la taille des serveurs. Donc on a laissé de côté cette solution. La deuxième solution, c'était le cloud. Mais à l'époque, les solutions de stockage étaient quand même assez chères. Et surtout, nous, on n'était pas équipés en termes de réseau pour envoyer des fichiers très lourds. Alan a parlé d'un fichier non compressé là tout à l'heure. On est à peu près à 360 gigaoctets de l'heure de film pour un film. Voilà, ça fait beaucoup de fichiers à transférer. Et pas seulement qu'à envoyer, il faut aussi les rapatrier régulièrement parce que on fait du montage, on fait de la préparation de programmes pour la diffusion. Et donc cette solution-là n'était pas jouable. Et donc on est parti sur la solution LTO. Et on a démarré donc avec la LTO 3 qui pouvait, sur chaque cartouche, on pouvait sauvegarder 400 gigaoctets de données. Et là, on a continué, on est à la LTO 7 et on peut sauvegarder 6 Tera, 6000 gigaoctets par cartouche pour un prix d'environ une centaine d'euros par cartouche, quoi. Alors, je parle pas du système, des serveurs, tout ça, hein, d'archivage, de la librairie LTO. Mais Et donc finalement, on passe d'une bande, le film, à une autre bande, la cartouche voilà, LTO. c'est Donc il y a une certaine cohérence qui est ouais, respectée dans le processus. ouais. Et l'année Et, prochaine, normalement, on va. Alors l'avantage de ce support, c'est qu'il est peu cher et très fiable. Donc le CNC sa utilise. durée de vie, c'est combien? Il faut vérifier ou le mettre à jour, j'imagine, au bout d'un certain temps, mais ça doit pas se compter en semaines. Hein. Non, non, non. Alors le support vraiment en lui-même est garanti entre 30 et 50 ans selon les conditions de stockage. Par contre, le problème, c'est les fabricants de matériel qui sortent une nouvelle génération de LTO tous les 2 à 3 ans et qui arrêtent, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle génération, arrêtent les générations précédentes, quoi. Donc en fait, il faut migrer les données tous les 6-7 ans, donc ce qui représente un coût assez important. Mais qui est toujours moins important que de devoir renumériser, en fait, de devoir repartir du support original pour renumériser tout, voilà. Mais Mm. oui, en fait, depuis un moment déjà, depuis la vidéo analogique, on est un petit peu tributaire des constructeurs qui n'ont jamais cessé de sortir des nouveaux formats. Et là, c'est le cas en numérique. On pensait qu'on serait
ça serait unifié, voilà, mais les fabricants continuent à sortir du nouveau matériel et à arrêter l'ancien matériel. Et donc nous, on est obligé de faire évoluer nos solutions assez régulièrement quand même. Ouais. Et en termes pour revenir un peu à l'aspect du contenu, ici, vous avez évoqué le fait que vous corrigiez, répariez un petit peu le fichier, que, en tout cas, certains problèmes connus, etc. Donc, est-ce que quelque part, le rendu est meilleur que si on devait regarder sur bobine? On y gagne, on y perd? Est-ce que c'est différent, c'est pas la peine de comparer? C'est une vaste question. Est-ce que quand on corrige les défauts d'un film, on atteint à l'œuvre ou pas? Ça, c'est une grande question. Enfin, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour se dire que la numérisation a des côtés vraiment positifs. Enfin, quelqu'un qui projetait sa bobine à l'époque faisait avec les défauts de son film. Je pense par exemple aux séquences qui sont sous-exposées, ce genre de choses dont aujourd'hui on arrive à rattraper en fait avec la numérisation, on arrive après en post-prod, on arrive à rattraper ces défauts-là. Et je pense que c'est quand même un bien pour le film, pour le film de base. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque qu'on peut voir maintenant. C'est pareil pour tout ce qui est la maladie du film dont j'ai parlé tout à l'heure, les maladies et les virages magenta. En fait, il y a dans certaines séquences, enfin, sur certains types de pellicules qui étaient à l'époque de moins bonne qualité, il y a une monochromie en fait qui s'est faite avec le temps, c'est-à-dire que certaines chromatiques ont disparu. Euh, et donc il reste plus qu'une couche plutôt rouge généralement ou bleue, ça dépend. Et ça, on arrive quand même à rattraper, même si c'est pas magique, mais on arrive à rattraper quand même des choses et puis redonner à l'image un aspect plus originel. Donc je pense que là-dessus, enfin, la numérisation a du bon et les outils aujourd'hui qui permettent de faire de la post-prod nous permettent quand même de rattraper des choses qui sont D'accord. Mais l'idée, c'est bien de revenir au plus proche possible, au plus fidèle possible bien de sûr, l'original. bien sûr, Et, mais il y a d'autres techniques, d'autres possibilités qui sont ouvertes à partir du moment où on a numérisé. C'est par exemple de coloriser. Et il y a des films en noir et blanc pour lesquels on propose finalement une colorisation. Et dans ces dernières années, ça s'est assez amélioré, je pense, hein. Et du coup, c'est des choses aussi que vous utilisez. Donc ici, on n'est plus dans la conservation telle quelle, mais on est bien dans essayer de proposer un nouveau rendu. Alors, pendant de longues années, on s'est refusé à autoriser la colorisation des images et même la sonorisation des images parce que c'était aller justement à l'encontre de l'œuvre originelle. Euh, et enfin, l'équipe de la Cinémathèque à l'époque comprenait pas bien en fait le besoin de coloriser les images, quoi. Et, il se trouve que bon, on a fait évoluer un peu l'idée, enfin, qui était faite par rapport à ça, et notamment parce qu'on avait des demandes de vente d'images. On a un service de vente d'images pour des productions comme la guerre en couleur. la guerre en couleur, comment ça s'appelle mince. J'ai le nom des producteurs, mais ils ont fait des séries sur France 2 là, sur l'entre-deux-guerres, sur la guerre 39-45, tout ça. Et c'était un des prérequis quoi pour pouvoir vendre des images, c'est qu'il fallait qu'elles soient colorisées, quoi. Donc bon, voilà, on s'y est mis. Et par contre, nous, on le fait pas. C'est la production directement qui se charge de coloriser les images, quoi. Mhm. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais donc on voit ce que la colorisation peut éventuellement apporter. Donc ça correspond à une demande. On va dire, ça peut ouvrir, par exemple, l'accès à un plus grand public qui pourrait être rétif à des supports trop vieillis. On pourrait imaginer, hein. Il y a sûrement d'autres raisons
qui amènent à coloriser aussi des essais de reconstitution historique. Voilà, c'est tant qu'on n'affirme pas de reconstituer la réalité, mais bien que c'est une proposition d'interprétation historique, hein, ça reste un travail intéressant. Mais la question va être aussi de savoir où est-ce qu'on s'arrête, puisque au bout d'un moment, on pourrait dire, bah voilà, il y a des corrections qui peuvent être données sur le contenu, mais peut-être qu'on pourrait reconstituer, recomposer des parties manquantes. Techniquement, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on peut entrevoir. Voilà, il manque quelques images. Peut-être qu'on peut ici compléter ces images-là ou reconstituer carrément des scènes à partir desquelles on aurait quelques fragments. Est-ce que c'est des éléments de recherche ou de prospective, hein, qui vous ont interrogé? Bah, nous, étant donné qu'on notre but, c'est quand même juste la conservation des supports tels qu'ils sont, c'est pas des choses sur lesquelles enfin, c'est pas le centre de notre problématique ici. Après, c'est sûr que ça, ce dont tu parles, ça devient de la production d'une nouvelle œuvre, en fait. C'est clair on peut faire tout ce qu'on veut avec des images aujourd'hui, quasiment. Mais par contre, il faut bien, comme tu le dis, il faut bien préciser que ces choses-là, c'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle œuvre. On peut pas dire décemment qu'une œuvre qui a été colorisée et auquel on a ajouté des scènes est l'œuvre originale. Et moi, je pense il faudra toujours bien veiller, si on fait ça, à dire aux spectateurs que ce qu'ils voient n'est pas l'œuvre originale et n'est pas forcément la réalité telle qu'elle a été filmée. Je pense que Si, ouais, non, mais on est bien d'accord là-dessus, hein. Et c'est vrai que du coup, votre rôle est bien d'avoir cet aspect de sauvegarde du patrimoine, ouais, de conservation, du coup, et de quelque part de maintien en fait de cette intégrité originelle, tout en ouvrant en fait à la diffusion, en restituant en fait ce que vous conservez. Et du coup, donc sur le site, hein, de la Cinémathèque de Brest, il n'y a pas que la possibilité de visionner des films par abonnement, mais il y a aussi des galeries d'images. Et puis on voit que vous organisez aussi des ciné-rencontres, vous organisiez, peut-être que c'est un peu plus difficile en ce moment. Du coup, il y a tout cet aspect aussi médiatisation, publicisation de vos contenus sur lequel on pourrait venir maintenant. ouais. Alors, c'est sûr que, alors, on propose des rencontres, des projections avec des films tels qu'ils sont. Mais alors, pour revenir à ce que tu dis, nous-mêmes, il nous arrive de modifier les œuvres parce il nous arrive de faire des montages faits à base d'images d'archives qui s'affranchissent complètement de l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'on s'autorise complètement à piocher des images dans plusieurs supports différents, d'origines différentes, voire parfois de réalisateurs différents, pour en faire des montages, des nouvelles œuvres en fait. Voilà, c'est Mhm. quelque chose qui nous arrive dans le cadre de ces diffusions. Et on s'autorise même aussi à piocher dans différents types de sources, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger parfois de l'image argentique, le natif, la source c'est l'argentique, avec des images tournées en numérique. Il est arrivé il y a pas longtemps, par exemple, on a fait un, un film, enfin on a fait, c'est pas nous qui l'avons fait, mais on a accompagné la production d'un film qui s'appelle La Bleue, qui est fait par Ronan Hervé et Oui, Alex. qui est très intéressant. Je l'ai vu Ouais, en qui, projection à Saint-Rivoal. voilà, C'était Saint-Rivoal, vraiment qui intéressant. donc sur le travail des ardoisiers. Et ce film-là, il est parti d'un fonds d'images d'archives qui vient de l'atelier qui a été tourné dans les années 80, l'atelier régional de cinématographie. Et en fait, par-dessus ça, Ronan Hervé a dessiné, a fait du dessin, donc à l'image animée, a collé l'image animée sur ça, a détourné complètement les scènes pour en faire quelque chose de nouveau complètement. Donc il y a plein d'utilisations possibles à l'image d'archive. C'est ça qui est chouette, c'est ce qu'elle nous permet de faire en fait. Elle est là, elle est à Donc disposition. vous accompagnez comme ça des producteurs, des réalisateurs, vous en accueillez en résidence ou vous vous inscrivez en fait dans des partenariats par rapport à ça? Dans des partenariats, oui, bah,
on a effectivement, comme je vous disais, le secteur vente d'images. Donc, on vend des images d'archives à des productions, pour des productions actuelles, hein, que ce soit de la fiction ou du documentaire, pour des chaînes de télévision, pour de l'actu, par exemple. Oui, il nous arrive d'avoir des partenariats. Là, on a 2-3 projets sur des films, des productions entièrement faites à partir de nos images d'archives. Voilà. Donc de la part de un projet de Paris-Brest Productions à Brest ici, qui a en projet d'envoyer le montage dans l'espace pour que éventuellement il soit retrouvé par des extraterrestres. C'est quelque chose de très sérieux. On travaille sur des ciné-concerts aussi cette année, deux qui sont en préparation, là, un qui est bien avancé, un autre qui est en début de préparation. Et on continue à faire des ciné-rencontres en ligne. À peu près, on fait à peu près une séance par semaine sur le site de la 25e heure, voilà, qui a pris un sérieux essor depuis le début de la pandémie, quoi. Voilà. Ah, très bien. Et donc, il doit y avoir des films que vous-même connaissez, enfin des archives, des bobines que vous-même savez avoir sur place Cinémathèque et qui doivent être peu de votre avis personnel mis en valeur ou recherchés. Est-ce que vous avez comme ça des pépites personnelles que vous, que vous auriez aimé voir diffusées plus largement ou saisies par d'autres personnes à l'extérieur de la cinémathèque, hein? Ouais, alors moi j'ai un petit chouchou dans les réalisateurs de la Cinémathèque qui s'appelle Jean Lacombe. Alors il y a déjà quelque chose qui a été fait à partir de ces images, c'est pour une production France 3 il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années je pense. Donc Jean Lacombe c'était un marin cinéaste. D'ailleurs il est pas forcément breton, en fait il s'est installé un petit peu dans la région, mais il a beaucoup vécu à New York, beaucoup plus. Et en fait, c'est quelqu'un il était maroquinier et il est parti sur un coup de tête. Il s'est construit son bateau, un tout petit bateau avec lequel c'était dans les années 50, hein, 1950. Je pense on connaît pas exactement son histoire personnelle, mais il a eu un coup de marre, hein, en fait. Il a voulu rompre de vie. Et donc, il s'est construit son petit bateau. Il a traversé l'Atlantique sans savoir forcément vraiment naviguer. Et il a embarqué une caméra 16 mm avec lui. Et en fait, il a passé sa vie comme ça, entre New York, l'Europe, à faire des transatlantiques, un petit peu à caboter autour du monde. Et il a filmé tout, tout. Et c'est incroyable, en fait, parce que en plus, il était à New York dans les années 60, au moment des mouvements hippies, des mouvements contre la guerre du Vietnam, et il a filmé ces choses-là. Donc on a des images qui sont parfois sous forme de rush, donc pas forcément montées, mais des images assez hallucinantes de manifestations au sein des manifestations. Puis en fait, il se filmait aussi dans son quotidien. C'est un peu le précurseur du selfie, j'allais dire. Enfin, en tout cas, il utilise beaucoup de techniques de caméra où il se filme lui-même dans certaines situations, ce qui donne des images assez hallucinantes. Tout ça en 16 mm. Voilà, c'est un des fonds parmi tant d'autres qu'on a. Enfin, c'est celui-là. À découvrir, quoi. Ouais. Et moi, alors moi, c'est mon chouchou, c'est plus local. Alors, il s'appelle Émile Godu et il était lui dans les Côtes d'Armor. Et en fait, ce monsieur rêvait de devenir reporter pâté. En fait, à l'époque, donc c'est les années 1920 à peu près, 1930. Il rêvait de devenir reporter pâté. Et donc pour y arriver, en fait, il s'est mis à filmer la vie de son village, donc faire des petits reportages sur la vie locale. Et donc ce sont des images très hautes en couleur. Il avait une âme de comédien aussi, donc il se mettait beaucoup en scène, il filmait sa famille, tout ça. Et donc ça nous donne un fond effectivement local, mais qui résume bien la vie de Pleurtuis. Donc c'était la ville où il habitait.
Et pour la petite histoire, il a fini par devenir réalisateur professionnel et à faire des actualités et puis même des fictions. Et il y a un côté très touchant quoi dans ce cinéma amateur, la première partie du fond qui a été déposée à la Cinémathèque. Ah ouais. Et Donc il ces faut, on images, s'abonne et puis oui. non, j'allais dire ces images, on a une aide à la restauration numérique, parce que ici on fait pas de restauration numérique, à part pour en parler, c'est-à-dire enlever les poussières, etc. des pellicules, des images. Et il a fait l'objet d'une restauration numérique il y a quelques années de la part, c'était au CNC. Voilà. Donc, ces images Ok. sont restaurées entièrement. Bah, parfait, du coup ça vaut la peine de s'abonner et d'aller sur le site de la Cinémathèque pour visionner tout ça, ou d'aller, donc comme vous le disiez, sur celui de la 25e heure, hein, pour voir d'autres propositions. Et puis si on veut vous contacter, suivre votre actualité, vous avez des supports en particulier à privilégier, qu'on devrait privilégier Alors actuellement, notre standard est fermé pour cause de pandémie. Mieux vaut nous joindre sur l'adresse renseignement@cinémathèque-bretagne.bzh qu'on retrouve. De toute façon, ce sont des informations qu'on retrouve sur notre site internet. Et on répondra aux demandes, que ce soit des demandes d'adhésion, de visionnage, c'est notre mode de communication, enfin d'échange privilégié là actuellement. Et autrement, Après, on est aussi présent sur les plateformes des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. Voilà, si on a des pages Ok, pour les qu'on peut actualités. suivre, et sur lesquelles il y a aussi toutes les actualités des choses qui vont sortir. Alors, Très bien. Bon. Bien, merci beaucoup Nicolas et Alan, hein. Merci à toi. Et puis ben, j'espère qu'on aura en tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un enregistrement cette fois-ci en présence. Avec plaisir. à très bientôt alors. À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Une petite précision, le nom de la série d'archives colorisées qui échappait à nos intervenants sur le moment et qu'ils ont retrouvé évidemment juste après l'enregistrement était Apocalypse, qui a été diffusé sur France 2 en 2014. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur cet épisode ou sur le podcast en général, vous pouvez nous contacter soit sur le compte Twitter @Andalvraz, soit par email coucou@lacantine-brest.net. À bientôt.